Bonjour et bienvenue. Je vous présente aujourd'hui des révisions rapides pour le bac de maths. Donc en premier, il faut savoir utiliser la calculatrice qui est très importante puisqu'elle sait faire beaucoup de choses au bac. Donc abusez-en. Tracer des fonctions, calculer un discriminant pour un polynôme du second degré, une intégrale, une dérivée en un point et donc avoir le coefficient directeur de la tangente, une limite, calculer les premiers termes d'une suite et obtenir les variations. Par exemple, donc je vais commencer par les suites numériques. Il y en a deux types, explicites et récurrentes. Les suites explicites sont de la forme un égale f de n, où f est une fonction, exemple un égale 1 sur n ou un égale à 3n moins 2, ou bien des suites définies par une relation de récurrence, un plus 1 égale f de un. Exemple, un plus 1 égale à un plus 5, suite arithmétique de raison r égale à 5, qui s'écrit de forme générale un égale à u0 plus nr, c'est la forme explicite. Ou bien un plus 1 égale à 4 un, donc sa suite géométrique de raison q égale à 4. Donc de forme générale, un égale à u0 fois q exposant n. On a aussi un mélange des deux, qui est la suite arithmético-géométrique, de la forme un plus 1 égale à 4un plus 5 pour un exemple. Pour obtenir la forme explicite ici, nous sommes obligés de passer par une suite annexe qui sera donnée dans l'énoncé, du style Vn égale à un plus quelque chose, et on montre que cette suite est géométrique, et on arrive à exprimer un en fonction de n pour trouver ensuite sa limite. Pour une suite récurrente ou non d'ailleurs, on commence par calculer les premiers termes pour se familiariser avec elle, puis l'on vérifie à la calculatrice. On prouve ensuite une propriété sur la suite par un raisonnement par récurrence qui est en deux étapes, initialisation puis hérédité, en utilisant la définition de la suite et bien sûr l'hypothèse de récurrence. J'en fais d'ailleurs une un peu plus tard. On étudie également les variations de la suite en trouvant le signe de un plus 1 moins un. On utilise parfois la croissance de la fonction, définie par un plus 1 égale f de un, pour montrer la croissance de la suite en faisant un raisonnement par récurrence. Plus rarement, on trouve des variations d'une suite en comparant un plus 1 sur un, avec 1 si la suite un est positive. C'est le cas notamment quand on a une puissance pour une suite. Donc je donne un exemple où la suite un est définie sur les nombres entiers naturel, u0 égale à 4 et un plus 1 égale 2un moins 3. Donc c'est bien une arithmético-géométrique. On calcule d'abord les premiers termes, donc u0 il vaut 4, u1 c'est 2 fois 4 moins 3, donc 5, u2 on trouve 7, u3 on trouve 11, donc on se rend compte que visiblement cette suite elle est croissante. On va montrer par récurrence que un est plus grand que 4 pour tout n appartenant à n. Donc évidemment que u0 est vérifié, puisque u0 il vaut 4, donc il est supérieur ou égal à 4. Puis ensuite, on suppose que la propriété est vraie au rang n, et on le démontre au rang n plus 1. Donc on part pour cela de la définition de un plus 1, donc 2 fois un moins 3, mais comme un est supérieur ou égal à 4 pour l'hypothèse de récurrence, ça nous fait plus grand que 2 fois 4 moins 3, donc égal à 5, qui est supérieur à 4. On montre aussi que cette suite, elle est croissante. Pour cela, on fait un plus 1 moins un, qui fait 2un moins 3 moins un, qui fait donc un moins 3. Mais comme un est plus grand que 4, ça nous fait supérieur à 4 moins 3, c'est égal à 1, qui est plus grand que 0. Donc, un plus 1 est plus grand que un, la suite est croissante. Donc, dans la quatrième question, justement, on utilise la suite annexe, Vn égale à un moins 3, et on montre que Vn est géométrique. Donc, pour cela, il faut montrer que Vn plus 1 égale k fois Vn. Donc on calcule Vn plus 1, qui est égal donc à un plus 1 moins 3, et on remplace un plus 1 par sa valeur. C'est 2un moins 3, qui fait donc 2un moins 6, et ensuite on remplace un par Vn plus 3. Et donc avec le moins 6 et le facteur 2 devant, qui fait 2Vn plus 2 fois 3, on se retrouve avec égal à 2Vn. La suite Vn est donc géométrique de raison q égale à 2. Grâce à ça, on arrive à utiliser, grâce au terme général, l'écriture de Vn, puisque Vn c'est V0 fois Q exposant n, avec U0 qui vaut 4, donc Vn qui vaut Un moins 3, donc ça nous fait V0 égale à U0 moins 3, 4 moins 3, donc 1, et donc Vn c'est écrit, donc V0 qui vaut 1 fois Q qui vaut 2 exposant n. Grâce à cela, comme Vn égale à Un moins 3, et bien Un il vaut Vn plus 3, et donc on arrive à trouver l'expression de Un en fonction de n, et donc Un il vaut 2 exposant n plus 3.
et on pourra donc facilement calculer sa limite. On peut vérifier justement si c'est bon, parce que si on calcule pour n égale à 5, U5, ça fait 2 exposant 5 plus 3, on trouve 32 plus 3, 35, c'était le terme de U5 de tout à l'heure dans la première question. Et donc pour la limite, 2 exposant n, évidemment étant vers plus infini, parce que 2 est plus grand que 1, la frontière c'est 1 entre les deux, donc la limite 2 exposant n plus 3 lorsque n tend vers plus infini, c'est plus infini. Donc elle est croissante et elle n'est pas majorée, donc elle diverge vers plus infini. On passe ensuite à la géométrie dans l'espace, donc il faut évidemment savoir maîtriser la résolution des systèmes de trois équations à trois inconnus, donc ax plus by plus cz égale à ad par exemple, et savoir ce qu'est un vecteur directeur à une droite et un vecteur normal à un plan. Donc déjà on se demande pour des points coplanaires, donc 3 points sont toujours coplanaires puisqu'il y en a 3, il existe toujours un plan qui passe par ces 3 points, et donc on se demande pour 4 points ce qui va se passer, donc A, B, C, D, sont-ils coplanaires? Et en fait ils sont coplanaires si un des vecteurs s'exprime en fonction des deux autres. Par exemple ici on peut faire AB, AC et AD, donc 3 vecteurs, et donc si AB s'exprime comme combinaison linéaire de AC et de AD, alors dans ce cas-là, on aura les 4 points qui seront coplanaires. Donc soit on a vu la formule avec le déterminant, et dans ce cas-là on calcule le déterminant des 3 vecteurs AB, AC, AD, et donc si on trouve 0, les 4 points sont coplanaires. Sinon, donc là j'ai fait le dessin avec AD, AB et AC. Sinon on résout le système de 3 équations à 2 inconnus, puisque c'est A et B, puisqu'on arrive à l'écrire le vecteur AB comme quelque chose fois AC plus quelque chose fois AD. On trouve la valeur de A et de B en utilisant les deux premières équations, et on regarde si la troisième équation est vérifiée en remplaçant le A et le B par la valeur. Si elle est vérifiée, les 4 points sont coplanaires, sinon non. Alors, équation paramétrique d'une droite, très important. Une droite est définie à partir d'un vecteur directeur et un point de la droite. Donc là, j'ai pris le point A et le vecteur U. Et donc, on a la forme paramétrique, donc, c'est pour A, XA, YA, ZA et U, ABC. Donc, c'est X égale XA plus AT, Y égale YA plus BT, et Z égale ZA plus CT. Si on a une deuxième droite, il faudra prendre T' pour la deuxième droite. Donc, 4 cas de figure entre deux droites dans l'espace. Donc, elles ne sont pas coplanaires, donc elles ne se coupent pas, donc c'est le premier cas. Elles sont parallèles, dans ce cas-là, elles sont coplanaires, puisqu'il y a un plan qui passe par les deux droites. Et donc, elles ont le même vecteur directeur. Elles sont confondues, les deux vecteurs directeurs sont colinéaires, et un point commun, c'est le troisième cas. Et le quatrième cas, elles se coupent en un point, donc elles seront aussi coplanaires. Donc dans le cas B, C et D, elles sont coplanaires en effet. Pour savoir dans quel cas nous sommes, on commence par regarder les vecteurs directeurs des deux droites pour savoir s'ils sont colinéaires. Ça c'est le cas B et le cas C. Sinon on résout un système en T et T' en écrivant que les deux équations paramétriques sont égales. Si on trouve une solution, ça sera le cas D et donc il y aura une intersection. Sinon les droites ne sont pas coplanaires, ce sera le cas A. Donc pour l'équation paramétrique d'un plan, donc on n'utilise pas beaucoup, mais un plan est défini à partir de deux vecteurs non colinéaires et d'un point. Donc j'ai fait le dessin ici. Donc ça fait comme pour la droite, sauf que là, cette fois, il y a AT plus alpha T'. Il y a T et T' dans l'équation paramétrique. Mais on utilise beaucoup plus le vecteur normal passant par un point. Donc c'est le vecteur là que j'ai dessiné, normal au plan. Donc l'équation cartésienne d'un plan, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, est une équation du plan de vecteur normal, donc N, de coordonnées ABC, et on trouve le D en remplaçant X, Y, Z par les coordonnées d'un point par lequel passe le plan. Donc il y a 3 cas de figure entre deux plans dans l'espace. Donc les deux vecteurs normaux, donc orthogonaux au plan, soit ils ne sont pas colinéaires, donc dans ce cas-là, les deux plans vont se couper et se couperont à une droite, soit ils seront colinéaires, et dans ce cas-là, les deux plans seront parallèles ou confondus. Donc pour savoir dans quel cas nous sommes, on commence par regarder les deux vecteurs normaux des deux plans pour savoir s'ils sont colinéaires. Donc ça c'est le cas B et C. Sinon, on cherche un vecteur directeur de la droite intersection des deux plans. Il faut pour cela rechercher un vecteur U, X, Y, Z à la fois normal aux deux vecteurs normaux, N1 ABC et N2 A'B' C', les deux plans. Il s'agit en fait du produit vectoriel, mais qui n'est plus au programme.
Donc là, j'ai fait le dessin avec vecteur U normal aux deux autres. On résout donc deux équations à trois inconnus obtenues par les deux produits scalaires. N1 scalaire U qui doit valoir 0 et N2 scalaire U qui doit valoir 0 aussi. Et ça nous fait donc un système AX plus BY plus CZ égale à 0 et A'X plus B'Y plus C'Z égale à 0. Trois cas de figure entre une droite et un plan. Donc un point d'intersection, c'est le plus courant, entre un plan et une droite. Aucun point d'intersection dans ce cas-là, si la droite elle est parallèle au plan, ou bien une infinité si elle est confondue. Donc si la droite est entièrement dans le plan. Pour savoir dans quel cas nous sommes, on résout l'équation en T en remplaçant le x, y, z de l'équation paramétrique de la droite dans l'équation cartésienne du plan. Si on trouve une solution, on obtient une valeur pour le paramètre t de la droite, et en remplaçant cette valeur de t dans l'équation paramétrique de la droite, on obtient les coordonnées du point commun entre la droite et le plan. C'est le cas A. Si on ne trouve pas de solution, le t disparaît de l'équation en fait, et que les nombres aussi, donc c'est du style 0x égale à 0, la droite est confondue avec le plan, c'est le cas C. Sinon il reste un nombre, ça fait du style 0x différent de 0, et la droite est parallèle au plan, il n'y a pas de solution en fait. Équation cartésienne d'un plan à partir de 3 points. Donc là, j'ai proposé deux méthodes. La première, c'est la résolution d'un système de trois équations à trois inconnus en cherchant un plan de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0 et en remplaçant les coordonnées des 3 points dedans. Après résolution, on pourra fixer une des inconnues à 1, par exemple, puisque dans les équations, si on a 2x plus 4y plus 8z plus 2 égale à 0 ou x plus 2y plus 4z plus 1 égale à 0, là j'ai multiplié par 2 la première équation, ça définit le même plan. Et la deuxième méthode, on peut aussi trouver deux vecteurs directeurs non collinéaires du plan en utilisant les 3 points connus du plan, puis rechercher un vecteur normal n ABC à ces deux vecteurs, comme la méthode précédente, avec les produits scalaires afin d'obtenir l'équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. On utilisera ensuite un des 3 points pour retrouver le D. Plan médiateur, c'est un plan qui contient toutes les médiatrices du segment AB. Donc ça paraît difficile au départ, mais alors ça ne l'est pas, puisqu'en fait le vecteur AB est un vecteur normal au plan. Donc il suffit de trouver le centre, le milieu I de AB. Donc grâce aux coordonnées XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, ZA plus ZB sur 2 du segment AB. Et après on prend le plan donc, qui est dirigé normalement avec le vecteur AB et qui passe par I. Pour l'équation de sphère, donc c'est de la forme avec de centre O, ABC de rayon R, c'est x moins A au carré plus y moins B au carré plus z moins C au carré égale R au carré. C'est une équation cartésienne. Donc après, qu'est-ce qui se passe avec une droite? Eh bien, intersection d'une droite et d'une sphère. Donc on cherche, on remplace x, y, z de l'équation paramétrique de la droite, donc x égale xa plus at, y égale yk plus bt et z égale za plus zt dans l'équation de la sphère. Et donc de la sphère, c'est x moins a prime au carré plus y moins b prime au carré plus z moins c prime au carré égale r carré. Donc on balance ça là-dedans et on obtient une équation du second degré en t, puisque c'est en t la droite, que l'on résout par un discriminant. Donc soit on a deux solutions et donc la droite coupe la sphère en deux points, soit elle coupe une seule fois. Donc dans ce cas-là, elle est tangente. Soit il n'y a pas de solution et c'est le cas le plus courant, hein, une droite ne coupe pas forcément une sphère. Et intersection entre une sphère et un plan, donc il y a trois cas de figure également. Donc soit on a, et donc là j'ai dessiné le vecteur normal là, donc soit on a, c'est pas coupé, soit ça coupe, le plan est tangent et ça coupe donc à un seul point, ou soit sinon ça fait un cercle. Donc on cherche l'équation paramétrique de la droite passant par le centre O de la sphère et dirigée par le vecteur normal au plan. On trouve ensuite le point d'intersection de H entre cette droite et le plan. On calcule enfin la distance OH que l'on compare au rayon de la sphère pour savoir si l'on coupe la sphère ou non. En fait, si la distance OH est plus grande que le rayon, eh bien on ne coupe pas. Si elle est égale, on est tangent, et si elle est plus petite, eh bien on coupe à un cercle. En fait. On passe maintenant à l'étude d'une fonction, et je reviens évidemment à la calculatrice, puisque la calculatrice permet de tracer évidemment la représentation graphique des fonctions, et il faut commencer par ça dans chaque exercice.
sur les fonctions pour voir comment est la forme de la représentation graphique, et ce qui permet déjà d'avoir une idée vers où on va en fait. Donc tracer la calculatrice de représentation graphique et prendre au brouillon toutes les informations. Donc valeur éventuellement interdite, donc notamment quand on a un dénominateur ou une racine carrée ou un logarithme népérien, tableau de variation, limite, valeur éventuelle, voilà. Et après on fait l'ensemble définition, donc trouver les éventuelles valeurs pour lesquelles la fonction n'est pas définie, dénominateur qui s'annule, racine carrée, qui doit contenir une fonction positive ou nulle, ln, ce que je disais, etc. Ensuite, il faut maîtriser évidemment toutes les formules sur les dérivés. Donc, si c'est une constante, ça fait 0. Si c'est x exposant n, ça fait n xn moins 1. Une racine carrée, racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Celle suivante, c'est x exposant alpha, c'est alpha x exposant alpha moins 1. Le cosinus fait moins sinus, le sinus fait cosinus. L'exponentielle ne bouge pas. ln de x fait 1 sur x. Quand je dérive une somme, ça fait la somme des dérivés. Quand je dérive k fois une constante fois une fonction, ça fait la constante reste devant, mais je dérive que la fonction. U fois v, très important, ça fait u' v plus uv'. Et par contre, u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Celle de la composée, donc v rond u, on dérive u devant, donc ça fait u' fois, et on dérive v', mais c'est en u. Voilà, u exposant alpha, c'est alpha u'. U alpha moins 1, racine de u c'est u' sur 2 racine de u, donc j'ai laissé les autres formules là jusqu'en bas, et donc ln de u c'est u' sur u. Donc j'ai mis un exemple ici pour dériver x exponentielle 5x plus ln de 2x carré plus 3x plus 1. Donc on commence, c'est une dérivée de la somme de deux fonctions, et la première fonction c'est x e de 5x, donc c'est un produit. Donc on dérive d'abord x, puis on garde exponentielle 5x, puis on additionne avec x fois la dérivée d'exponentielle 5x, donc voilà pourquoi il y a un 5e de 5x. Et pour la dérivée de ln, c'est u' sur u, donc 4x plus 3, c'est la dérivée de 2x carré plus 3x plus 1, et je recopie ensuite le dénominateur. Pour le signe de la dérivée, mais il faut rechercher le signe de la dérivée en résolvant une inéquation, ou un tableau de signes, des fois il faut faire un tableau de signes, et éventuellement un discriminant si c'est un polynôme du second degré. Donc le delta il faut évidemment maîtriser, donc b carré moins 4ac, et les deux racines, moins b moins racine delta sur 2a, et moins b plus racine delta sur 2a. Évidemment la calculatrice vous donne le résultat. J'ai mis un modèle aussi d'un tableau de variation, avec la dérivée et la fonction, le signe de la dérivée, avec les éventuelles valeurs sur lesquelles ça s'annule, et ensuite les variations avec croissante, décroissante et croissante. On arrive aux fonctions trigonométriques, donc bien connaître le cercle trigonométrique, les fonctions cosinus et sinus avec les valeurs en 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, pi, etc. J'ai fait donc, j'ai mis le dessin de toutes les valeurs là, et qu'il faut revoir. Connaître également les dérivés, donc cos et sinus, j'ai déjà dit, cosinus c'est moins sinus et sinus c'est cosinus. Regardez la périodicité, donc si elle est pi périodique ou 2pi périodique, donc cosinus et sinus sont 2pi périodiques, ce qui permet de réduire toujours l'intervalle d'étude. On recherche éventuellement aussi la parité pour réduire de moitié l'intervalle. Donc je rappelle que si f de moins x égale f de x, la fonction est paire, donc elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et si f de moins x égale moins z de x, la fonction est impaire, donc elle est symétrique par rapport à O. Donc j'ai mis des exemples aussi, donc cosinus, la fonction cos et carré sont paires, sinus et cube sont impairs. Il faut aussi savoir résoudre des équations du style cos x égale cos y ou sinus x égale sinus y pour trouver les valeurs pour lesquelles la dérivée s'annule. Donc la première c'est ou x égale y ou x égale à moins y, et chaque fois il faut rajouter plus de capi. Et la deuxième pour sinus c'est x égale y ou x égale à pi moins y, toujours aussi plus de capi, je l'affiche là, la solution. Donc j'ai mis une étude aussi, comme ça vous avez un exemple. Donc pour la fonction cos x plus sinus x, on commence donc à la calculatrice à tracer la fonction pour voir la tête qu'elle a. Donc en fait ici donc elle a l'air périodique. Elle commence par être croissante, puis décroissante, puis croissante. J'ai fait afficher à droite donc les deux valeurs qui sont le maximum et le minimum sur l'intervalle 0 de pi. Donc, ça va être l'intervalle d'étude. Donc, elle s'annule en 0,74 et en 3,99. C'est les valeurs qu'il va falloir trouver quand on va calculer la dérivée et qu'on va la dériver.
et qu'on va chercher ces valeurs de la dérivée. Donc au bout on fait le tableau suivant, car elle semble périodique. Hein. Donc voilà, j'ai mis le tableau là au-dessus. Donc l'ensemble des finitions, ce sont tous les réels. La périodicité, mais comme cos et sin sont deux périodiques, la somme, elle l'est également, donc on va étudier sur 0 de pi. Et la fonction cos est paire, la fonction sinus est impaire, mais la somme des deux n'est ni l'une ni l'autre. On étudie donc la fonction sur l'intervalle 0 de pi. Les deux fonctions sont dérivables, donc la somme également, donc on peut la dériver. Et donc la dérivée de la fonction cos x plus sinus x, c'est moins sinus x plus cos x. Et ensuite on cherche à savoir quand est-ce qu'elle s'annule sur l'intervalle 0 de pi. Et pour cela, il faut résoudre en fait l'équation cos x égale sinus x. Mais dans les exemples qui sont au-dessus, on a cos x égale cos y ou cos x égale ou sinus x égale sinus y. Donc là, en fait, il faut transformer, grâce au cercle trigonométrique, le sinus x en cos. Et en fait, il se trouve que sinus x, c'est cos de pi sur 2 moins x. Donc je me retrouve avec la dernière ligne en bas, cos x égale à cos pi sur 2 moins x. Ce qui me permet de résoudre les deux équations, qui sont, donc ça fait x égale à pi sur 2 moins x plus 2 kpi, ce qui nous fait x égale à pi sur 4 plus kpi. Et la deuxième partie, c'est x égale à moins pi sur 2 moins x plus 2 kpi, et dans ce cas-là, j'ai pas de solution. Donc je retrouve donc deux solutions qui s'annulent sur l'intervalle à 0 de pi, c'est pour celle de la première ligne, et donc je trouve 0,78 sur pi sur 4, et la deuxième 5 pi sur 4, 3,92, ce qui correspondait aux valeurs que j'ai trouvées par lecture graphique approximativement. On trouve donc les deux valeurs reportées voilà, au bout. Donc ça me permet de faire le tableau de variation suivant, donc x, f' et f, avec les deux valeurs qui s'annulent, pi sur 4 et 5 pi sur 4, avec le signe plus, moins et plus. Donc elle était croissante, elle redescend, puis elle remonte en 1. Je rajoutais donc une équation de la tangente en x égale à pi sur 2. Je rappelle la formule, c'est y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Donc ce qui me fait en pi sur 2, y égale f' de pi sur 2, facteur de x moins pi sur 2 plus f de pi sur 2. Et donc après calcul, je fais apparaître moins 1 pour la dérivée pour f' de pi sur 2, facteur de x moins pi sur 2 plus 1, et donc j'ai l'encadré, la solution, c'était y égale moins x plus pi sur 2 plus 1. Évidemment, je vais tracer la tangente à la calculatrice, et je me rends compte qu'elle est bien tangente en pi sur 2. Donc c'est toujours ça, quand on a trouvé la tangente, on la trace à la calculatrice pour vérifier si c'est bon. Donc j'enchaîne ensuite avec les primitives et intégrales. Donc une primitive d'une fonction f est une fonction g telle que g' égale à f. C'est exactement le contraire de la dérivée. Il faut donc lire le tableau de dérivée à l'envers. Donc f et grand F. Donc pour une constante, c'est lambda x plus c. Donc voilà, j'ai mis le tableau pour x, c'est x carré sur 2. Pour xn, c'est xn plus 1 sur n plus 1. Sur 1 sur x, pour 1 sur x, c'est ln de x. ln de valeur absolue de x. 1 sur xn, c'est moins 1 sur n moins 1, xn moins 1, plus constante à chaque fois. Pour 1 sur racine de x, c'est 2 racines de x, puisque la dérivée de 2 racines de x, c'est 1 sur racine de x. Le ln de x, celle-là, il faut la connaître par cœur, c'est x ln de x moins x, qu'on retrouve plus constante, qu'on retrouve par intégration de partie. En intégrant le 1 et en dérivant le ln de x. Puisqu'on écrit, je vais expliquer juste après, sur l'intégration de partie. L'exponentielle x est le même, sinus x c'est moins cos x, et cos x c'est sinus x. Donc pour les fonctions composées, u' fois u exposant n, c'est u exposant n plus 1 sur n plus 1. Et u' sur racine de u, c'est 2 racines de u. U' sur u, c'est ln de valeur absolue. Et u' fois e de u, c'est e de u. Donc pour la primitive de 7 fois 7x plus 3 exposant 4, je pose u égale 7x plus 3. U', donc sa dérivée c'est 7. Donc en fait la fonction s'écrit u' fois u exposant 4. Donc la primitive de ça, c'est u5 sur 5 plus constante. Ce qui revient à faire 7x plus 3 exposant 5 sur 5 plus constante. L'intégrale d'une fonction f entre deux bornes, en fait ça correspond à l'aire, je l'ai dessiné dessous. Donc c'est la différence des images d'une fonction grand f, de la fonction f, en les bornes, donc en b et en a. Donc c'est grand f de b ou grand f de a. Et donc c'est exactement l'aire qui est dessinée en rouge. Et donc si on veut calculer cette aire-là, donc si je fais l'intégrale entre 2 et 3 cette fois, de cette fonction-là, donc j'ai qu'à prendre la primitive, et de 7x plus 3 exposant 5 sur 5,
entre 2 et 3, il manque un égal entre les deux là, et on trouvait 1 308 553,4. Évidemment, si on prend ça à la calculatrice, on va retrouver le même résultat. Il faut toujours vérifier vos calculs à la calculatrice. Et donc l'intégration de partie, si U et V sont deux fonctions dérivables, alors je peux écrire que l'intégrale entre A et B de U'(V), c'est entre crochet U fois V, entre A et B, et moins l'intégrale entre A et B de UV'. En fait, on transforme un calcul intégral qu'on ne sait pas faire en un autre calcul, et on espère que celui-là, on sait le faire. Donc c'est le cas, par exemple, pour l'intégrale entre 0 et 1 de x de x. Donc je pose U' égale E de x, et V égale x. Donc en fait, je dérive toujours les polynômes. Donc là, le polynôme x, je dérive, ça va faire 1. Et l'exponentielle, j'ai la chance qu'il ne change pas, donc ça fait E de x. Et dans ce cas-là, l'intégrale entre 0 et 1, en utilisant la formule d'intégration de partie, ça me fait x de x entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de E de x et x. Et donc après calcul, je trouve 1 en fait. Passons maintenant à la probabilité. Donc j'ai encadré quelques propriétés très importantes. Déjà que la probabilité d'un événement c'est compris entre 0 et 1, que P de A bar c'est 1 moins P de A, et que P de A union B c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc ça, ce sont des propriétés que vous avez déjà rencontrées même au collège. Donc P de A c'est P de A inter B plus P de A inter B bar. Et si deux événements sont indépendants, alors P de A inter B c'est P de A fois P de B. Donc il faut évidemment, et c'est le plus souvent ce qu'on demande au bac, c'est-à-dire représenter un arbre, donc avec qu'on pondère avec les probabilités. Donc j'en ai fait un d'ailleurs un peu plus bas. Donc lorsque les expériences sont répétées successivement par on représente ça par un arbre, on écrit les probabilités associées à chaque événement sur la branche correspondant à l'arbre. Probabilité conditionnelle, donc ça aussi c'est très important puisque sur l'arbre on a une partie où c'est une probabilité conditionnelle. Donc A et B, deux événements. Évidemment, P de A, il ne faut pas qu'il soit égal à 0. La probabilité de B sachant A, donc P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Donc l'exemple, c'est on tire successivement deux boules sans remise dans une urne contenant 3 boules rouges et 2 blanches. Donc en tout, j'ai 5 boules. Et on considère les éléments suivants. Le vert, obtenir une boule rouge. Donc P de R, c'est 3 sur 5. Et P de R bar, c'est 2 sur 5. Donc évidemment, P de R bar, c'est P de B, puisque c'est une boule blanche. Et donc j'ai fait l'arbre à côté, à droite là, et j'ai mis donc pour 2 quarts là, avec la flèche, c'est la probabilité de B sachant R. Donc probabilité de RB, c'est-à-dire prendre une rouge au début et une blanche après, c'est probabilité de R inter B. Et donc on fait le produit des probabilités rencontrées le long d'un chemin. Donc on trouve 3 dixièmes. Probabilité de rouge au rouge, eh bien c'est le chemin 3 cinquièmes fois 2 quarts. On trouve 3 dixièmes. Et j'ai marqué aussi probabilité de blanche-blanche. Si on veut la couleur différente, il faut additionner évidemment les deux probabilités. Donc si on rajoute dans cet exemple que l'on perd 2 euros si on obtient 2 boules rouges, et qu'on gagne 1 euro si l'on a une boule blanche, donc blanche c'est rouge-blanche ou blanche-rouge, et rien si on gagne rien si on a 2 blanches, on peut définir une variable aléatoire x prenant les valeurs, donc soit moins 2, soit moins 0, soit moins 2, soit 0, soit 1, dans un tableau. Donc ici, moins 2, 0 et 1. Et les probabilités, donc là, elles sont coupées, mais ça va faire, celles qui sont en haut, 3 dixièmes. Donc en moins 2, ça fait 3 dixièmes. En 0, donc c'est 3 cinquièmes, et l'autre c'est 3 dixièmes. Et donc on représente pour l'espérance, donc c'est le gain moyen. Donc E de x, c'est probabilité que x égale x1 fois x1, probabilité que x égale x2 fois x2, probabilité que x égale x3 fois x3. Donc j'ai mis un exemple ici, donc c'est moins 2 fois 3 dixièmes, plus 0 fois 3 cinquièmes, plus 1 fois 1 dixième. Ce qui nous fait en fait une probabilité de moins 0,5. Donc ce jeu n'est donc pas équitable, car en moyenne, on perd 50 centimes à chaque fois. On peut calculer aussi la variance et l'écart type. Donc la variance, c'est E de x carré moins E de x le tout au carré. Donc j'ai mis aussi la formule. Et l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, qui est toujours une valeur positive. Donc la variance, ici, elle vaut 1,05. J'ai fait le calcul, puisqu'on met au carré chaque valeur, le moins 2, le 0 et le 1. Et après, on met la racine carrée. On trouve un 0,2. Donc l'écart type et l'écart moyen entre ce que l'on va réellement obtenir et l'espérance. Dans ce jeu, il y aura en moyenne 1 euro d'écart entre ce que l'on va gagner ou perdre et la perte moyenne de 0,5 euros. Donc on peut aussi faire des épreuves de Bernoulli. Donc c'est une expérience aléatoire pour laquelle il n'y a que 2 issues possibles.
Donc, par exemple, la pièce de monnaie, hein, voilà ce que j'ai marqué un exemple. Donc, on appelle l'une succès et l'autre échec. Et on note P la probabilité de succès. Et donc, la probabilité d'échec, c'est 1 moins P, puisque la somme des deux, c'est 1. Et là, on enchaîne donc avec la loi binomiale, qui est liée à celle de Bernoulli, puisqu'on applique à une série d'épreuves de Bernoulli, répétées n fois, dans les mêmes conditions, très important. La variable aléatoire x correspond alors au nombre de succès obtenus lors de cette série de n épreuves. Donc on appelle la loi de probabilité de x, la loi binomiale, de paramètres n et p, on note binomial np. Et donc pour k entier entre 0 et n, k correspond au nombre de succès, la probabilité que x égale à k, donc c'est les coefficients binomiaux nk, p exposant k, 1 moins p, n moins k. Donc nk est le coefficient binomial et vaut le nombre de parties à k éléments dans un ensemble à n éléments. L'espérance c'est n fois p et la variance c'est n fois p fois q. Des fois on appelle q c'est 1 moins p. Donc exemple, si on lance 3 fois une pièce de monnaie, la probabilité d'obtenir 2 piles et la probabilité que x égale à 2, ben c'est 3 à 2. On remplace donc le n par 3 et le k par 2. Donc la probabilité c'est 0,5 parce que la pièce de monnaie elle est pas truquée. Et 1 moins 0,5 exposant 3 moins 2. Ce qui nous fait 0,375. Les coefficients binomiaux sont donnés par la calculatrice, mais on peut les retrouver grâce au triangle de Pascal, où la somme des deux nombres consécutifs sur une ligne est égale au nombre en dessous. J'ai fait ici le triangle. Donc là, si on fait sur la ligne n égale à 4, 6 plus 4, on obtient celui d'en dessous, 10. D'accord? Donc on additionne les deux, on trouve celui d'en bas. On arrive avec les équations différentielles de la forme y' égale ay plus f. Alors sur les bouquins de terminale, c'est ay plus b. Mais des fois, le b, c'est pas une constante et c'est une fonction. Donc, j'ai préféré faire avec le cas général. Donc, ici, on a donc la solution, c'est de la forme y égale à k exponentielle à x plus g de x, où k est une constante, d'accord? Donc, c'est toujours de la forme k exponentielle à x, et g est une fonction de la même forme, donc que f. Donc, en fait, si dans l'énoncé f, c'est un polynôme, et bien on va chercher g sur la même forme qu'un polynôme et donc de même degré. Si c'est une exponentielle avec un coefficient, par exemple exponentielle 5x, on cherchera sur la forme k exponentielle 5x, etc. Un coefficient, une fonction trigonométrique en cos ou sinus, si on a ça, et un produit d'un polynôme par une fonction trigonométrique ou exponentielle. Si on n'a pas cette forme-là, eh bien ils nous diront comment la chercher. Donc j'ai mis d'ailleurs un exemple ici. Où c'est qu'il va falloir identifier des coefficients. Donc la fonction, l'équation différentielle c'est y' égale à 5y plus 3x carré. Donc la solution est y de x égale à ke de 5x, puisqu'il y a un 5 devant le y au départ. Et après je cherche, comme j'ai 3x carré dans l'équation différentielle, je cherche une fonction de la forme ax carré plus bx plus c, donc même degré que le polynôme, mais avec des coefficients jusque de degré 0, donc ax carré plus bx plus c. Et donc, quand ensuite je dérive cette fonction-là, donc sur cette solution-là, je vais réussir à écrire une égalité et ensuite à identifier chaque coefficient. Donc, y' c'est 5k de 5x plus 2ax plus b. Mais comme y' c'est 5y plus 3x carré d'après l'énoncé, eh bien, j'écris l'égalité. Et donc, je développe ici après à droite par le 5 et j'identifie. Donc j'obtiens à la fin, donc en ordonnant les x carrés, les x et les nombres. Donc j'ai 5k plus 3 fois x carré, j'ai 5b moins 2a fois x, et j'ai 5c moins b. Le tout égale à 0. Donc ça me fait 5k plus 3 égale à 0, 5b moins 2a égale à 0, et 5c moins b égale à 0. Ce qui nous fait a vaut moins 3 cinquièmes, le b vaut moins 6 25e, et le c moins 6 sur 125. D'où y, c'est ke de 5x, moins 3 cinquièmes de x carré, moins 6 25e de x, moins 6 sur 125, parce que j'ai trouvé donc le a, le b et le c, et j'ai vérifié après à la main, quand j'ai dérivé ma fonction, et j'ai regardé comment je trouvais, j'avais bien l'égalité de départ, y' égale à 5y plus 3x carré. Si la fonction f est sous une autre forme, ce que je disais tout à l'heure, on vous donnera la solution qu'il faudra dériver pour montrer qu'elle vérifie l'équation différentielle.